Pour la prochaine séquence, nous allons nous placer dans le contexte du prix Nobel de chimie qui a récompensé cette année 3 personnes, un académique, David Baker, et 2 employés de Google DeepMind qui ont beaucoup travaillé sur la prédiction de la structure des protéines. L'objectif est de mieux comprendre en quoi l'IA révolutionne la découverte en biologie. Et pour cet éclairage, merci d'accueillir le docteur Frédéric Casals qui est interrogé par Célia Hart. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Célia. Je vais commencer par vous présenter. Effectivement, on va faire un petit pas de côté sur cette table ronde. On va prendre un peu de hauteur sur les choses un petit peu plus fondamentales, mais vous verrez, il y a pas mal d'applications quand même derrière ces sujets fondamentaux. Donc, le docteur Frédéric Casals, docteur en informatique et en mathématiques, directeur de recherche à l'INRIA, à l'interface informatique, mathématiques appliquées et biophysique théorique. Il est enseignant à Centrale Supélec, à l'ENS Paris-Saclay, à l'Université Côte d'Azur, voilà, donc avec des cours sur l'algorithmie, machine learning, etc. Et je terminerai, parce que vous avez un CV beaucoup plus long que ça, mais par dire que voilà, dans les sujets qui nous intéressent, vous avez eu également des collaborations avec notamment le prix Nobel Michael Lewitt de chimie en 2013. Donc, on va quand même planter le décor, parce que c'est un petit peu technique, et je pense que ça vaut la peine, Frédéric, que vous nous rappeliez finalement ce qu'est une protéine, mais surtout la relation entre la structure et la fonction, et évidemment l'importance des protéines dans les processus biologiques. Oui, commençons par le commencement, n'est-ce pas? Oui. Donc, alors les protéines, évidemment, j'imagine que chacune, c'est à peu près ce dont il s'agit. Ce sont des biomolécules, au même titre que les acides nucléiques, l'ADN, l'ARN. Ce sont les molécules du vivant. Et ce sont des molécules qui interviennent dans tous les processus biologiques. Qu'on parle de la locomotion, de la cognition, du métabolisme, du système immunitaire, de la conservation de l'information génétique, etc. Les protéines sont omniprésentes. Et si on regarde un petit peu plus précisément ce dont il s'agit, en fait, on peut utiliser la métaphore du collier de perles. Donc, une chaîne polypeptidique. En fait, une protéine, pour simplifier, c'est essentiellement un polymère. On va coller les unes aux autres des petites molécules que sont les acides aminés. Et donc, il y a dans la nature 20 acides aminés naturels. Imaginez qu'il s'agit là d'une perle, il y a une couleur spécifique. Et donc, ce collier de perles va adopter une forme en 3 dimensions. Et donc, c'est la forme de la protéine qui va en quelque sorte rendre compte de sa fonction. Un petit peu à la façon d'un mécanisme clé-serrure. La chaîne polypeptidique va se replier et la forme qu'elle va adopter va pouvoir rendre compte de certaines fonctions. Et donc, on peut d'ailleurs regarder une vidéo, si vous pouviez la projeter, s'il vous plaît. On va faire connaissance avec le virus qui nous a infectés, la plupart d'entre nous. Et donc, vous avez en haut la membrane virale, et vous voyez qui part en dessous le spike, le crochet, qui permet au virus de venir s'arrimer à nos cellules. Donc, il y a un récepteur, la molécule bleue. Et vous voyez que le spike s'accroche. Alors, il y a un mécanisme un petit peu compliqué qui est simplifié. Et ensuite, le spike va se déplier, il va allonger une perche. Ça va arriver un certain nombre de fois, 4, 5, 6 spikes voisins sur l'enveloppe du virus vont se déplier. Et ensuite, il y a un processus dynamique qui va intervenir. Les spikes vont se contracter et ce faisant, ils vont provoquer la fusion de l'enveloppe du virus avec la membrane de la cellule. Et lorsque ce processus est terminé, eh bien, le virus injecte son matériel génétique dans la cellule et l'infection est consommée, a eu lieu. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est un mécanisme éminemment complexe, en fait, qui fait intervenir plusieurs spikes, 5, 6, on ne sait pas exactement combien, mais qui surtout est dynamique. Et donc, si certains d'entre vous ont vu des images de protéines sur des journaux, à la télé, etc., on voit essentiellement des objets statiques, alors qu'en réalité, donc, la fonction des protéines fait intervenir de la dynamique et de la thermodynamique, bon, sans être trop précis. Voilà, donc, la fonction et le... Je pense qu'effectivement, on voit bien dans cet exemple que ce côté à la fois structure-fonction, ce côté fluide, et donc, ouais, je trouve que c'est extrêmement illustratif, mais finalement, pourquoi est-ce que c'est si compliqué que ça de déterminer la structure d'une protéine? Alors, il y a 2 types de problèmes. Le premier est lié à la complexité intrinsèque de ces objets. Lorsqu'on veut décrire une position sur une carte, en fait, on utilise la latitude et la longitude, donc il y a 2 coordonnées. Mais ici, on parle d'atomes. Un atome en 3 dimensions a 3 coordonnées, x, y, z. Et si une protéine a 10 000 atomes, de fait, il y a 30 000 coordonnées.
Et donc, pour décrire une conformation telle que celle que nous avons vue sur la vidéo, eh bien, en fait, il faut 30 000 coordonnées. Et donc, en fait, la compréhension de la dynamique nécessite d'explorer ces espaces de très haute dimensionnalité de façon à faire des calculs qui sont ceux de la physique statistique pour expliquer la biologie. Donc ça, c'est le premier problème, la taille intrinsèque des systèmes. Et le second problème a trait à la dynamique, en fait, parce qu'il faut calculer des propriétés moyennes. Et ces propriétés moyennes émergent sur des échelles de temps qui sont assez longues. L'accrochage du virus à nos cellules, c'est probablement de l'ordre de la seconde, alors même que, en fait, une vibration de part et d'autre d'une liaison covalente dans une molécule, on est à l'échelle de la femtoseconde. Et donc, vous voyez qu'il faut traverser 15 ordres de grandeur entre la physique la plus fine, d'une part, et la réalité biologique, d'autre part. Et donc, c'est la seconde source de problème, en fait. Ouais. Et aussi de manière, surtout historiquement, jusqu'à il y a quelques années, finalement, la structure des protéines, on l'a déterminée par un processus qui était très long, complexe, parfois semé d'embûches. Et ça, justement, ça nous amène au sujet de l'IA. En quoi, justement, l'IA a le potentiel, finalement, de changer ça et, quelque part, de révolutionner, finalement, la façon dont on détermine cette structure et au-delà, d'ailleurs. Oui, alors, effectivement, vous avez probablement suivi donc, ce prix Nobel de chimie qui a été décerné à David Baker de Washington pour le protein design, sur lequel nous reviendrons dans quelques instants, et d'autre part pour le programme AlphaFold, donc aux collègues de chez DeepMind, qui permet de prédire la forme 3D à partir de la séquence que j'évoquais précédemment, la séquence d'acides aminés. Et donc, c'est très intéressant d'ailleurs parce que DeepMind a lancé ses projets il y a une petite dizaine d'années sur des sujets un petit peu blue sky. Alors, vous avez tous entendu parler d'AlphaGo, puis ensuite il y a eu AlphaFold, puis ensuite il y a eu AlphaGéométrie qui résout des problèmes des Olympiades internationales de mathématiques aussi bien que les meilleurs élèves. Et donc, dans tous les cas, c'est le deep learning en fait, qui a permis l'avènement de ces modèles très compliqués qui, effectivement, se substituent à l'expérience dans certaines mesures, comme Célia l'a évoqué, et permettent d'accélérer le process en proposant des formes plausibles pour des molécules qui, sinon, nécessitaient effectivement des processus expérimentaux longs et compliqués, en fait. Une accélération, vraiment, une augmentation de la productivité, quelque part. Et d'ailleurs, au passage, DeepMind, ça a été à la base une start-up qui a été rachetée par Google pour à peu près 600 millions de dollars. Donc, et le prix Nobel de Miss Azabi, c'était le créateur de DeepMind. Donc, c'est quand même intéressant de voir un sujet, je fais un petit aparté, mais on a à la fois du public et du privé qui se sont mêlés dans ces sujets de découverte en IA. De manière plus spécifique, maintenant, moi, j'aimerais bien qu'on prenne un exemple un peu concret, qu'on illustre ce que vous nous avez dit, Frédéric, par un exemple concret dans le développement de médicaments. Oui. Alors, si vous permettez, donc, pour couvrir le panel des bénéfices, si je puis dire, associés à AlphaFold, il faut quand même dire un mot de la biologie, puisque les biologistes avaient accès au génome, en fait, qui est le texte codé sur nos chromosomes, et donc le séquençage des génomes a permis de voir quelles sont les séquences codantes dont on dispose, mais on avait là un texte, les biologistes avaient là un texte, et ils n'avaient pas accès à la forme 3D qui permettait d'échafauder la compréhension des mécanismes. Et donc, le fait de pouvoir replier des protéines avec AlphaFold, évidemment, est d'une grande valeur ajoutée parce que ça permet d'échafauder des mécanismes plausibles. Et plus spécifiquement concernant l'apport à médecine, alors regardons, si vous le voulez bien, la figure, voilà, celle-ci. Donc, l'aptitude à replier des protéines permet d'envisager le design de nouvelles molécules à visée thérapeutique. Et donc, nous avons ici un exemple qui est extrait d'un papier Science co-signé par David Baker en 2020, au début de la période du Covid. Et en fait, ce que l'on voit en bleu, c'est le RBD, c'est la partie du virus qui va s'accrocher sur la molécule qui est sur nos cellules en couleur peau. Et donc, ce que David Baker a essayé de faire, c'est de synthétiser, grâce à l'intelligence artificielle et ce type d'outils, des inhibiteurs compétitifs qui, en fait, vont essayer d'empêcher la fixation du virus sur sa cible, c'est-à-dire ACE2. Et vous voyez que la petite molécule en orange que l'on voit en haut à gauche, en fait, si elle vient se fixer sur le spike, le RBD, eh bien, de fait, le RBD ne pourra pas se fixer sur la cellule. Et donc, le fait de faire de l'ingénierie sur ce type de molécule, en fait, permet de créer un inhibiteur compétitif qui empêche le virus de s'accrocher à nos cellules. Et alors, ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est qu'on a un couplage assez fort entre l'IA, le design d'une part, et l'expérience d'autre part, parce que, comme vous le voyez en bas, en fait, Baker n'a pas fait de l'ingénierie sur une seule molécule potentielle thérapeutique, mais il en a fait un certain nombre, une cinquantaine, entre 50 et 100, si mes souvenirs sont bons.
Et ensuite, il y a eu une étape de screening, une étape expérimentale qui a permis de challenger ces molécules et de voir si effectivement c'était des inhibiteurs compétitifs suffisamment efficaces pour ensuite passer à l'expérimentation animale, de façon à dérisquer la techno en quelque sorte et comprendre exactement quel était le potentiel des molécules fabriquées par l'IA. Ouais. Bon, c'est un exemple typique de ce qu'on appelle du drug discovery dans le jargon, c'est-à-dire une molécule qui va bloquer finalement l'entrée du virus dans la cellule. Donc, il y a un candidat médicament potentiel. Et comme vous le dites, quand on a préparé cet échange, ce que Frédéric m'a dit, et ça m'a pas mal marqué, il m'a dit dans le laboratoire de David Baker, il y a 200 personnes qui travaillent. Mais il y en a 100 qui travaillent vraiment sur les modèles in silico d'IA. Mais en fait, il y en a encore 100, les 100 autres travaillent encore à la paillasse et testent évidemment les molécules. Donc, on n'est pas encore à une ère pure IA, on a une ère où on alterne entre l'expérimentation et finalement ces outils in silico. Donc, on a parlé du coup de ce potentiel de l'IA. Donc, on a vu un tout petit exemple parce que je pense que les potentialités sont bien au-delà de cet exemple-là. Mais si maintenant on se tourne du côté plutôt des limites, parce que finalement, quelles sont les limites actuelles de AlphaFold? Je crois que c'est AlphaFold 3 aujourd'hui. Quelles sont les limites? Alors, effectivement, donc, DeepMind a proposé 3 versions successives du logiciel. AlphaFold 2, pour lequel le prix Nobel a été décerné, concerne assez spécifiquement la forme 3D des protéines et non pas l'interaction entre protéines. Et l'évolution AlphaFold 3 donc, vise à aller justement vers la compréhension des interactions. Dans tous les cas, en fait, c'est un très bon exemple pour appréhender à la fois la force et les faiblesses de l'IA. Alors, la force, évidemment, c'est chacun d'entre nous a pu l'expérimenter. Pour ceux d'entre nous qui avons joué avec ChatGPT, ce sont des modèles extrêmement sophistiqués qui savent faire des choses assez élaborées. Et en fait, ceci est lié en particulier à la complexité de ces modèles. Dans AlphaFold 2, il y a de l'ordre de 100 millions de paramètres. En fait, il faut réaliser, pour ceux d'entre vous qui avaient fait des mathématiques, et donc quand on fit une droite, on a des données dans le plan, y égale à x plus b, on a 2 paramètres. Ici, on a 100 millions de paramètres. Et donc, en fait, il faut apprendre ces paramètres avec des techniques de machine learning qui visent à minimiser des fonctions objectives. C'est en général de l'apprentissage supervisé. On utilise des données pour lesquelles on a un certain nombre de connaissances. Donc ça, c'est la force de ces modèles. Et pour répondre à la question concernant la faiblesse, eh bien, la faiblesse essentielle, c'est qu'aujourd'hui, on sait dire très peu de choses sur l'aptitude des modèles à généraliser et à inférer des propriétés au-delà du périmètre qui est celui qui a servi à l'apprentissage. Et en particulier, il y a ces phénomènes d'hallucination dont vous avez peut-être entendu parler. Ces outils sont de bonne volonté. Si vous interagissez avec ChatGPT, il va toujours vous proposer quelque chose. Il va faire de son mieux. Et puis vous le reprenez. Ne pensez-tu pas que, ah oui, en effet, etc. Et donc là, c'est pareil, en fait. On ne sait pas trop, en fait, ce que l'on obtient en général. Et c'est la raison pour laquelle il faut complémenter par l'expérience. Donc ça, c'est, je crois, la limite essentielle, la confiance que l'on peut avoir dans les résultats. Confiance, bien sûr, qui doit être jugée à l'aune de l'application dont on parle. Étant entendu que générer une vidéo pour un site sur Airbnb, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça n'a pas les mêmes exigences que qualifier une tueur potentiel sur une imagerie médicale, bien sûr. Et également, en fait, là, on est sur des systèmes simples, isolés. Dans la vraie vie, dans le corps humain, les systèmes sont complexes. On a de multiples interactions. Et donc, je pense que là aussi, peut-être vous pourriez commenter les limites de l'IA sur ce type d'approche. Oui, il est vrai que notre échange a porté presque exclusivement sur la molécule isolée ou le complexe de molécules, comme on le voit ici, avec une interaction entre 2 molécules. Mais en réalité, les pathologies complexes font souvent intervenir ce qu'on appelle un pathway, un réseau de molécules qui interagissent avec, bien sûr, en backstage, les gènes en question. Et on a souvent entre 10 et 100 molécules qui interagissent. Et donc, la biologie, l'évolution ont fait que lorsqu'une route est cassée, il y a souvent une alternative pour réparer les choses. Et donc, un problème évidemment extrêmement important sera de passer, de changer de niveau, si je puis dire, et passer de la molécule isolée à celle du complexe avec plusieurs sous-unités, et ensuite à l'échelle du réseau. Et d'ailleurs, nous, dans notre métier d'investisseur, on voit de plus en plus des sociétés qui essayent d'adresser ces modèles plus holistiques, plus complexes. Pour l'instant, on est un peu perplexe. On n'en a pas vu sortir grand-chose, mais effectivement, c'est des choses qu'on va observer. Alors, c'est vrai que c'est court pour adresser un sujet aussi vaste et aussi multi-applicatif. On a parlé, en guillemets, que de protéines, que d'exemples
Dans le drug discovery, évidemment, quand on touche aux protéines et aux enzymes, on peut aller vers des applications industrielles, la production, amélioration de production d'enzymes, biodégradation des plastiques. Donc, les applicatifs sont évidemment extrêmement vastes et variés. Je vais essayer de faire une petite synthèse, Frédéric, et puis vous me reprend vos compléterez et je vous laisserai le mot de la conclusion. En fait, donc, nous, ce que je retiens de notre échange, c'est qu'il y a vraiment un développement de l'IA qui est relativement récent. AlphaFold, c'est 2018. Et c'est arrivé un petit peu comme un ovni, finalement, dans le paysage, également dans le paysage du développement de médicaments. Augmentation de productivité très importante, parce que tout d'un coup, on résout des structures en quelques heures qu'on résolvait en jours, parfois en années, et parfois pas du tout. Donc vraiment, ce côté augmentation de la productivité, mais également la capacité de découvrir des nouvelles structures. Donc ça, on a touché du bout des doigts, mais les structures de David Becker, il y a des structures qu'on ne trouve pas forcément dans la nature, donc on ouvre un champ de possibles également. Et comme on le disait juste là, aller de plus en plus vers des systèmes complets, des approches beaucoup plus holistiques. Donc un potentiel très très fort de ces approches-là, des limites actuelles qu'il faut dépasser, qu'on va dépasser certainement, mais toujours une dépendance forte de l'expérimentation qui est nécessaire pour faire des parties du chemin, pour valider également les hypothèses. Donc, en tant qu'investisseur, et je finirai juste là-dessus de mon côté, c'est vrai que pourquoi est-ce qu'on s'intéresse? Vous allez vous dire, mais pourquoi en tant qu'investisseur, on regarde des sujets aussi fondamentaux que ça? Parce que justement, c'est des sujets qui sont transformants, qui peuvent être transformants pour notre industrie, pour nos startups, et qui sont généralement d'ailleurs justement pas du tout portés par les grands groupes, mais par des startups. Il y a des centaines de startups aujourd'hui qui développent de l'IA dans le développement de médicaments, mais pas que. Et ces startups, petit à petit, on les voit évoluer au fur et à mesure de leur évolution. Je pense que Catherine l'exprimait très bien, c'est-à-dire elles atteignent une certaine maturité à laquelle elles commencent du coup à interagir avec, dans notre cas, les groupes pharmaceutiques, commencent à faire des deals, donc on commence à avoir des gros accords qui se signent, alors qu'on n'a pas encore vu, je crois qu'il n'y a pas eu de produit mis sur le marché qui est issu de ces approches-là pour l'instant. Voilà, mais nous, on se doit effectivement de veiller, de faire de la veille, de regarder les signaux faibles et puis évidemment de sélectionner les plus belles sociétés sur ce périmètre. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, je pense que votre synthèse est presque parfaite. Ouais. Donc, en effet, je crois qu'il faut retenir que donc, l'avènement de l'IA et la conception de ces modèles très sophistiqués permet d'aller au-delà de ce que les méthodes un petit peu plus à façon savaient faire. Effectivement, le champ des possibles va exploser. On aurait pu citer la pharmacopée, qui aujourd'hui, 2000 molécules approuvées par la FDA à peu près, qui cible une grande famille de protéines pour le tiers d'entre elles. Donc, le fait d'avoir ces méthodes-là va faire exploser le nombre de cibles, à la fois pour la pharmacie, bien sûr, mais aussi pour toutes les applications que vous avez évoquées. Et mon dernier mot sera peut-être concernant les... Je l'ai dit déjà, je l'aurais dit, mais sur les garanties que chacun voudra avoir sur les méthodes, parce que, évidemment, les jeux vidéo, la pharmacie, l'avionique, etc., ce sont des métiers très différents, avec des exigences très différentes. Et donc là, il y a des questions fondamentales quand même à résoudre et à comprendre, pour lesquelles il faudra avoir des réponses si on veut apporter des garanties pour éventuellement aller aussi vers les questions juridiques, en fait, à qui incombe la responsabilité d'une décision prise par un algorithme, en fait. Voilà, mais il y a des questions fondamentales, en fait, sur toute la lignée. En tout cas, vous avez encore beaucoup de travail. Voilà. Et c'est passionnant même. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, merci à tous les deux.